Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ouverture ce mardi des travaux de l'atelier d'élaboration du plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme. Du 2 au 6 novembre 2021, les participants vont réfléchir pour définir ensemble de nouvelles perspectives pour endiguer le paludisme. Les assises sont conduites par Speak Up Africa en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. Du côté de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est la 7e édition du Salon d'innovation d'affaires et de partage de banques et PME de l'UEMOA qui ouvre ses portes à Cotonou. Au menu des échanges, la transformation des économies africaines à travers une contribution et les impacts des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA. Dans ce journal, nous parlerons aussi du fidèle, sinon de l'indispensable compagnon de l'étudiant béninois, le gari. Une farine fabriquée à base de manioc est en effet devenue depuis de longues années le soutien rapide et moins cher de l'étudiant en toutes circonstances. Une journée est d'ailleurs consacrée à ce fidèle compagnon chaque année sur le campus universitaire. La place du gari dans la vie de l'étudiant, c'est le magazine que nous allons suivre dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Les travaux de l'atelier d'élaboration du plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme ont démarré ce mardi. C'est une initiative de Speak Up Africa en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. 5 jours durant, les participants vont définir de nouvelles perspectives pour endiguer le mal. Voici le compte rendu de Clément Tchadé. Ils se sont mobilisés pour mener des réflexions sur la situation actuelle de lutte contre le paludisme afin de définir de nouvelles perspectives pouvant endiguer la maladie. Ces acteurs engagés se retrouvent encore une fois à Cotonou pour l'élaboration d'un plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme. Durant 5 jours, les experts et autres spécialistes auront à faire des propositions tenant compte du passé, du présent et du futur pour donner de nouvelles orientations pouvant réduire considérablement cette maladie qui a fait des ravages dans le monde entier. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour nous de maintenir les acquis et d'aller de l'avant avec encore plus d'envergure. C'est dans cette optique que nous avons décidé de soutenir l'organisation de cet atelier d'élaboration du premier plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le palu au Bénin et je voulais vous féliciter pour cette première. Cet atelier conviant toutes les parties prenantes engagées en faveur de l'élimination du paludisme permettra d'intégrer la problématique de la mobilisation de ressources domestiques à la stratégie nationale, qui est un volet non négligeable de l'atteinte de l'objectif de l'élimination et de l'éradication du paludisme d'ici 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 millions de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre les plans stratégiques nationaux de 30 pays africains au cours des 3 prochaines années. Vu les avancées notées au Bénin en matière de lutte contre cette maladie, les organisateurs ont salué les efforts du gouvernement avant d'inviter les différents acteurs à préserver les acquis. Le paludisme, malgré les progrès réalisés, reste un problème crucial de santé publique en Afrique et plus particulièrement dans notre pays, le Bénin. Dans le monde, un enfant meurt du paludisme chaque 2 minutes. L'Afrique reste le continent le plus touché et en 2019, 94% des décès dus au paludisme sont imputables à l'Afrique. Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, en 2019, le pays a enregistré 2 515 cas de paludisme, dont 3 234 décès. Au cours de cette dernière décennie, le fardeau du paludisme a ainsi été allégé grâce au financement accru par les partenaires techniques et financiers. Malgré les efforts induits par les politiques publiques de santé en matière de lutte contre le paludisme, de nombreuses menaces planent encore sur le continent. Cet atelier vient sonner donc la remobilisation des acteurs, notamment le gouvernement et les membres du programme national de lutte contre le paludisme. Pour y arriver, Speak Up Africa et ses partenaires appellent à une mutualisation des efforts en passant par un partenariat multisectoriel permettant de sauver des millions de vies et libérer les communautés de cette maladie qui a la peau dure.
Santé toujours, vous le savez déjà, la décision est officielle. L'accès aux administrations déconcentrées de l'État et aux mairies est désormais conditionné par la présentation du carnet de vaccination contre la Covid-19. À l'instar des autres régions du pays, le département du Zou se met au pas vis-à-vis de cette décision prise en Conseil des ministres. Dans plusieurs mairies et autres structures de l'État, on veille désormais au strict respect de cette mesure, ce qui a d'ailleurs contraint plusieurs usagers à aller se faire vacciner. Reportage. Pas d'entrée dans les services publics ni les administrations locales pour les personnes non vaccinées contre le coronavirus. Cette décision du gouvernement en date du 20 octobre dernier est effectivement mise en application dans différentes communes du Zou. À la mairie d'Abomey et celle de Zobodomé par exemple, personnel et usagers sont obligés de présenter leur carnet de vaccination avant l'accès aux différents services pour le règlement de leurs diverses préoccupations. Je voudrais faire l'irrigation et je voudrais aussi retirer le certificat de paternité. Maintenant, j'ai constaté que la mairie nous a dit d'aller faire la vaccination avant de retirer les papiers qu'on en a besoin. Bon, là maintenant, je serai obligé de le faire, mais je ne suis pas dans le plaisir de le faire. Moi, je suis arrivé ici aujourd'hui, j'ai juste un problème à poser au chargé de la communication. J'ai dit, comme j'ai déjà fait la vaccination, il faut que je me déplace avec la carte, comme passe vaccinal, comme on l'appelle. Dès le premier jour de la mise en application de la décision, plusieurs usagers et travailleurs se sont vus refuser l'accès aux mairies concernées. Les agents non encore vaccinés ont dû faire diligence pour se mettre à jour. Dans le rang des usagers, certains ont dû rebrousser chemin pour aller prendre leur dose de vaccin. D'autres, par contre, sont simplement retournés chez eux. En fait, je suis une minorité qui s'était fait vacciner. Les autres sont renvoyés hier pour aller se faire vacciner. Il a été dit à tous les agents qui ne se sont pas encore vaccinés de quitter simplement la mairie et de revenir sur présentation de leur passe vaccinale. En dehors de ça, il a retenu qu'aujourd'hui, si un agent absent dans l'administration sans justificatif, il sera sanctionné. Et cela devait se comprendre à cause du fait que, avant d'en arriver à cette étape, l'autorité a pris part des séances de sensibilisation. J'ai l'âge de 16 ans. J'entends aux radios, ils ont dit qu'on va d'abord 18 ans avant de faire la vaccination. Si à Abomey et Zobodomé, le pass vaccinal est exigé depuis ce 25 octobre, certaines structures et mairies du département traînent les pas. Selon l'autorité préfectorale, ces dernières ont encore quelques jours pour se mettre en règle en exigeant le pass vaccinal. Avant toute prestation dans les services publics et administrations locales, le gouvernement entend d'une part accentuer les actions de lutte, mais d'autre part, lever certaines restrictions imposées du fait de la pandémie. C'est juste une mesure prise pour que les gens puissent se faire vacciner et permettre, parce que les mesures qu'on a prises et qui restreignent, c'est-à-dire les manifestations sportives par exemple. Nous avons beaucoup de projets en matière sportive, mais tout ça l'est arrêté. Les discothèques, les restaurants, les grands restaurants, tout ça est fermé. Si nous-mêmes nous voulons reprendre vraiment nos activités, toutes les manifestations, il faut que nous puissions nous faire vacciner et faciliter donc la prise de décision par le gouvernement. Depuis la mise en application de la décision gouvernementale, les postes de vaccination ne désemplissent plus. Beaucoup ont déjà pris leur dose de vaccin dans ce bref délai. Toutefois, la sensibilisation va se poursuivre afin que le plus grand nombre de personnes se fassent vacciner. Plusieurs filles de la Donga ont reçu des bourses et kits scolaires. Il s'agit pour la plupart des filles des collèges et lycées de la Donga issues de familles défavorisées. C'est une initiative de la Fondation Mère Taïra. La cérémonie de remise des kits a eu lieu ce samedi à la Maison des Jeunes de Djougou en présence de plusieurs autorités de la localité. Suivant. Voici les jeunes lauréates retenues pour bénéficier des bourses d'études et de kits scolaires de la Fondation Mère Taïra, édition 2021. Au nombre de 40 sur les 76 ayant postulé et en provenance des lycées et collèges de la Donga, ces jeunes filles sont toutes issues des familles déshéritées. En initiant ces bourses d'études qui sont à leur deuxième édition, la Fondation Mère Taïra veut stimuler l'émulation au sein de cette couche vulnérable. L'année dernière, nous avons aidé un certain nombre de jeunes filles dont les résultats nous sont parvenus très satisfaisants. Il y en a parmi elles qui ont obtenu leur baccalauréat. Nous les présentons nos vives félicitations.
Cette année, nous avons revu le nombre des bourses à la hausse. Certainement l'année prochaine, nous allons faire plus. Parce que vous savez, la Fondation Mère Taïra a un cœur tellement large qu'elle a la place pour toutes les filles en situation difficile. Lutter contre les grossesses en milieu scolaire et œuvrer pour le maintien de la jeune fille à l'école, tels sont les objectifs de la Fondation Mère Taïra. Mais convaincu que ce challenge ne saurait être atteint sans une véritable culture de l'excellence au sein de la jeune féminine scolaire, la Fondation Mère Taïra a instauré l'octroi des bourses et kits scolaires au profit de cette cible. Mais l'accès à cette bourse passe par des critères bien définis. Être inscrit dans un collège ou lycée public de la Donga au titre de l'année académique 2021-2022, être issu d'une famille vulnérable, être dans une classe d'examen 3e ou terminale pour le compte de l'année 2021-2022, avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 11 sur 20 lors du passage de la classe intermédiaire vers la classe d'examen, ne pas être bénéficiaire d'une autre bourse à quelque titre que ce soit. Parrain de la deuxième édition des bourses et kits scolaires Fondation Mère Taïra, le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale se fera représenter à cette cérémonie. Le ministre d'État, vous le savez, la promotion du genre, le développement des femmes est un de ses chevaux de bataille. Et c'est pour cela que, lorsque l'appel a été fait par la Fondation Mère Taïra, de lui demander de parrainer cette activité, il n'a pas hésité un seul instant. Très touchés par le geste de cette généreuse fondation, les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, expriment leur gratitude aux donateurs. Au nom de tous mes camarades, je remercie la Fondation Mère Taïra et sa présidente, Madame Taïra. Pour ces deux premières éditions des bourses et kits scolaires, seules les jeunes filles vulnérables de la Donga ont été sélectionnées. Mais la Fondation ambitionne, dès l'année prochaine, d'étendre l'initiative sur toute l'étendue du territoire. Éducation toujours, des infrastructures modernes pour permettre aux élèves du CEG 3 de Kétou d'étudier dans des conditions plus décentes. Il s'agit de la construction de 2 modules de 4 classes, d'un laboratoire et de 8 latrines. C'est un don de l'ONG BIZ avec le soutien financier du gouvernement japonais. Suivant. Chants et danse pour manifester la joie qui les anime. Élèves du CEG 3 de Kétou, ils ont vu leur établissement bénéficier d'importantes infrastructures, notamment 2 modules de 4 classes entièrement équipés, un laboratoire et 8 cabines de latrines. Pour offrir ce confort d'études aux élèves du CEG 3 de Kétou, il a fallu l'ONG BIZ pour initier le projet. Avec l'inauguration d'une école, s'ouvre le temps de l'éducation. C'est dit donc que Benin Environment and Education Society, BIZ ONG, est fière ce jour d'avoir permis à la commune de Kétou de mettre à la disposition de l'éducation nationale des locaux pour permettre aux enfants de construire leur avenir professionnel. Cet enjeu est crucial. D'une valeur de 98 millions de francs CFA, le projet de l'ONG BIZ a été financé par le gouvernement du Japon. Comme vous le savez, les infrastructures scolaires jouent un rôle capital dans l'apprentissage des élèves. Mais malheureusement, j'ai appris que le manque de salles de classe demeure un problème crucial dans cette commune. C'est pour accompagner le gouvernement de Bénin et plus particulièrement la commune de Kétou dans le processus d'amélioration de son système éducatif que le gouvernement du Japon offre à travers la présente cérémonie. 7 salles de classe, un laboratoire et 8 cabines de latrine avec équipement en mobilier. Grâce à cette contribution japonaise, les conditions de travail des enfants et des enseignants de cet établissement seront nettement améliorées. Pour le confort d'études dont ils disposent désormais, les bénéficiaires ont dit toute leur gratitude à l'ONG BIZ et à l'ambassade du Japon. Merci pour ce noble accompagnement au système éducatif. Nous vous rassurons et vous garantissons un bon usage et un bon entretien des édifices mis à notre disposition. Au nom du ministre des Enseignements secondaires
technique et de la formation professionnelle, nous vous disons infiniment merci pour ce don qui vient nous aider à régler tous les problèmes de manque de salles au CG3 de Kétou. Et ceci nous a permis d'acquérir pour cette année scolaire 2021-2022 l'ouverture des classes de seconde au CG3 Kétou. Monsieur le représentant de l'ambassadeur et monsieur le président de l'ONG BIZ, par ma voix, recevez l'immense joie de toute la population de Kétou qui vous promet de faire de très bons usages des joyaux mis à sa disposition. Cette réalisation du Japon vient contribuer davantage au renforcement des liens de coopération et d'amitié qui existent entre les peuples japonais et béninois. Les éléments du 1er bataillon des commandos parachutistes ont célébré ce week-end la fête de leur saint patron, l'archange Saint-Michel. Occasion pour ce corps d'élite de l'armée béninoise de présenter au public son savoir-faire en termes de tactique militaire, mais aussi son ingéniosité et son talent culturel. Retour sur les temps forts des réjouissances avec Imette Hélène Amourceau. C'est l'une des unités d'élite des forces armées béninoises. Les éléments du 1er BCP, bataillon des commandos parachutistes, célèbrent la Saint-Michel, fête patronale des paracommandos. Dépôt de gerbes au monument des parachutistes morts pour la patrie, visite du stand des armes, de la salle de souvenirs et quelques exercices de démonstration ont lancé les festivités. L'édition 2021 de la fête intervient après une année rythmée de diverses missions, de réformes et autres. La célébration constitue un moment de détente pour ces hommes en uniforme. Ces festivités constituent pour nous une pause nécessaire pour regarder le chemin parcouru, retrousser les manches et aller de l'avant. Un séminaire de réflexion d'ailleurs a été organisé dans le cadre des célébrations. Chers parachutistes, soyez toujours rustiques, aguerris, avec un sens total d'abnégation au service de la nation. Peu importe votre unité, ce qui compte, c'est l'amour que vous devez porter à la nation en faisant votre boulot et pour le succès des armes du Bénin. Pour agrémenter les festivités, les commandos parachutistes ont procédé à des démonstrations d'arts martiaux et de boxe. Dans le rang des groupes invités, on a apporté une touche traditionnelle à travers divers tableaux culturels. La fraternité, la cohésion et l'entraide remarquées au sein des éléments du 1er BCP est saluée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Aux côtés des siens pour les réjouissances, le colonel Fructueux Gbaguidi a profité de sa prise de parole pour rassurer la troupe quant aux rumeurs d'une réforme qui annonce une probable disparition de l'unité. Toutes les armées sérieuses du monde font des réformes. Vous savez que notre pays est dans un processus irréversible de réforme et c'est normal que dans certaines unités, il y ait des changements. C'est normal qu'il y ait réarticulation des missions. Vu que la menace est en train de varier, il est important que nous puissions mettre en face, donner une réponse à cette menace en ayant les unités qu'il faut, l'équipement qu'il faut, les personnels qu'il faut. Donc oui, il y a des réformes en cours, mais aucune réforme ne visera à démonter un corps simplement parce qu'il faut fabriquer du neuf. Tout sera fait en respectant certaines normes. À la suite de la phase protocolaire ponctuée de plusieurs tableaux culturels, place fut faite à la musique. L'instant d'une journée, les frères d'armes ont communié et festoyé. Jusqu'à tard dans la nuit, les commandos parachutistes ont dansé et chanté pour célébrer leur saint patron. Créé par le décret numéro 76-26 du 30 janvier 1976, le bataillon des commandos parachutistes constitue l'ultime unité de recours, notamment pour les opérations de maintien de la paix, de défense de l'intégrité du territoire, ainsi que certaines tâches de développement. Il a été dirigé pour la première fois par le capitaine Michel Aïpé. Je l'annonçais en titre, cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Salon d'innovation, d'affaires et de partage des banques et PME de l'UEMOA à Cotonou. Les travaux démarrés ce mardi sont placés sous le thème « Transformation des économies africaines, contribution et impact des PME de l'UEMOA ». C'était dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Teddy Goudalo. En termes de soutien aux entreprises industrielles à notre pays. C'est ce panel de discussion qui ouvre le bal des activités de la 7e édition du Salon d'innovation, d'affaires et de partage des banques et PME de l'Union économique monétaire ouest-africaine au Bénin. Transformation des économies africaines, contribution et impact des grandes industries des PMI
est la thématique au cœur des échanges. Le premier panel, nous avons pensé beaucoup plus aux industriels parce que quand on parle de transformation d'une économie, s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de vente, il n'y aura pas de commercialisation. Et c'est pourquoi nous avons pensé beaucoup plus déjà pour le premier panel aux industriels et c'est eux qui sont là actuellement. Plusieurs partenaires accompagnent l'initiative, dont la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La rencontre va permettre aux commerçants du Bénin d'étendre leurs activités dans l'espace UEMOA et par la même occasion de formuler des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics. L'espace UEMOA, c'est un très bon espace, mais c'est encore mieux qu'on aille jusqu'à la hauteur de la CEDEAO. Mais pour le moment, c'est déjà un grand pas que d'être dans l'espace UEMOA. Et cette manifestation périodique permet aux différentes entreprises de faire le point de la situation au niveau de la sous-région, le point par rapport aux différentes mesures des pouvoirs publics, le point par rapport aux problèmes concrets que les entreprises connaissent et le point par rapport aux innovations et qui permettent aux uns et aux autres de savoir où est-ce qu'on en est et sur quel potentiel et sur quel levier on peut s'appuyer pour avancer. D'autres panels sont également prévus pour meubler les assises. Les travaux prévus pour durer 4 jours se tiennent en présentiel dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, mais également par visioconférence. Hier, c'était le 1er novembre, fête de la Toussaint, une journée normalement dédiée à tous les saints, mais habituellement consacrée par la mairie de Cotonou pour rendre hommage aux défunts. C'était encore le cas ce lundi. Les 3 adjoints au maire de la ville ont effectué une descente dans les cimetières sous tutelle de la municipalité. Une visite sanctionnée par un dépôt de gerbes au cimetière PK14. Teddy Goudalo. Ce dépôt de gerbes des 3 adjoints au maire de Cotonou, ici au cimetière PK14 en ce jour mémorable de tous les saints, symbolise l'attention de la municipalité aux défunts. L'acte est salutaire vis-à-vis de ces âmes qui malheureusement ne sont plus de ce monde. Le dépôt de gerbes, c'est en l'honneur de nos parents qui ne sont plus de ce monde. Et nous avons intérêt à entretenir ces lieux. Tous les cimetières qui dépendent de la mairie de Cotonou aujourd'hui sont tenus d'être propres, sont tenus d'être aménagés. Ils ne sont plus de ce monde, mais ils ont besoin de nous, puisque nous devons nous mettre en tête du jour au lendemain, nous aussi, on va s'en aller. La commémoration de la fête de tous les saints par la mairie de Cotonou est placée sous le signe de 2 axes majeurs. Il s'agit de l'assainissement des cimetières de la ville et surtout la sécurisation des tombes. Vous aurez remarqué tout à l'heure, lorsque nous faisons le tour de la maison, il y a une tour qui est en train d'être construite pour éviter, de jour comme de nuit, ceux qui viennent profaner nos tombes. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, là, c'est pour finir, c'est pour en découdre désormais à cette pratique. Désormais, sachez que aujourd'hui, les tombes sont en sécurité, l'environnement est sain et que plus jamais dans nos cimetières que les gens continuent pas à faire les profanations. L'assainissement des cimetières de Cotonou et leur sécurisation constituent donc des défis à relever pour l'équipe de lutte que s'est-on dit à Tropo. Et toutes les dispositions sont déjà prises à cet effet, nous confient les autorités. Atelier de plaidoyer pour l'intégration des interventions liées à l'eau, l'assainissement et à la santé communautaire dans les documents stratégiques des communes. C'est une rencontre initiée par des partenaires d'implémentation des projets sous financement de l'USAID. L'objectif des échanges est de favoriser l'intégration par les plans annuels d'investissement et les budgets des communes des lignes allouées à l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène, l'assainissement et la santé communautaire. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. Un ralliement d'élus communaux, des autorités de tutelle des communes ainsi que des associations intercommunales. Ils ont été appelés à réfléchir mais également prendre l'engagement à contribuer à la priorisation des actions liées à l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène, l'assainissement et la santé communautaire dans les plans d'action et autres documents stratégiques des communes. Bedras ONG,
en parfaite symbiose avec Muniwash, entendent jouer pleinement leur rôle de catalyseur auprès des gouvernants locaux dans le but d'accroître, d'une part, la sensibilisation en vue d'induire une prise de conscience individuelle et collective, de susciter d'autre part encore plus d'investissement de la part des autorités à divers niveaux sur les questions qui font ce jour objet de cette importante action de plaidoyer. Je voudrais formuler le vœu que de nos échanges sortent de bonnes résolutions pour un plaidoyer efficace. Cet atelier de plaidoyer est initié par 2 partenaires d'implémentation des projets sous financement de l'United States Agency, International for Development, USAID. À travers cette action de synergie, l'Organisation pour le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires d'EDRAS ONG et Tetratec ARD, partenaires de mise en œuvre des projets PICOM et Muniwash, désirent aussi renforcer le leadership et la gouvernance des conseils communaux en matière d'eau, d'assainissement et de santé communautaire. Nombre de communications ont retenu l'attention des participants, à savoir les présentations des projets Muniwash et puis comme les rôles, responsabilités et missions des communes en matière d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement. Notre mobilisation doit être également citoyenne et politique. Citoyenne parce que l'impulsion et les solutions viennent d'abord du terrain. Et politique parce que l'engagement dans l'action passe par les décideurs que vous êtes, élus locaux, autorités administratives, autorités de tutelle, associations intercommunales. Je voudrais donc inviter toutes les parties prenantes et principalement les municipalités à tirer le meilleur profit de ce programme afin d'être à même de jouer pleinement le rôle d'acteur de développement local en privilégiant dans leurs documents stratégiques les couches défavorisées, les plus mal desservies en eau, assainissement, hygiène et santé communautaire. Ce conclave à Boycon a aussi permis aux participants ainsi que les organisateurs d'aborder les questions des instruments de financement des collectivités locales, de même que la politique nationale de santé communautaire et les directives de mise en œuvre. Nous devons veiller à ce que la ligne soit directement séparée au lieu de fondre au niveau de la ligne mesures sociales, et faire aussi en sorte que les communes arrivent à travailler au décaissement effectif de ces lignes budgétaires afin que les actions prévues soient réalisées. Cette journée de réflexion et de prise d'engagement est venue compléter plusieurs autres actions entreprises depuis février 2020. Une nouvelle plume dans le siècle littéraire, Fousseni Tanko Banakoroji lance son ouvrage intitulé « Les prémices de l'humanité ». Un livre préfacé par Florent Kouazotti et présenté au public par Tanguy Agoyi. Je vous laisse découvrir ce livre à travers le compte rendu de Assimokani Assombo. Pour ses premiers pas dans le cercle des écrivains, Fousseni Tanko Banakoroji a lancé le samedi 30 octobre « Les prémices de l'humanité ». Une œuvre littéraire d'une vingtaine de chapitres qui, selon le présentateur, montre deux peuples éprouvés, des aveugles et des estropiés, que symbolise le baobab rabou gris sur la première de couverture. Tanguy Agoy a ajouté qu'il est un grand conteur avec une plume alerte qui définit l'homme qu'il est et montre son humanisme. Notre auteur a montré une singularité dans son écriture qui est à cheval entre le récit filmographique, avec beaucoup d'images dans votre tête. Quand vous le lisez, vous avez beaucoup d'images qui défilent dans votre tête, et surtout une pédagogie à la traditionnelle. J'ai admiré aussi la facilité qu'il a de faire côtoyer deux vies. Deux vies qui se côtoient mais qui ne se mélangent pas. La vie d'Afasawa et la vie de la jeune fille, de sa petite fille. Vous avez le père ou le grand-père qui subit son destin, mais jamais interféré par la fille qui va mourir, pendant que la fille, elle aussi, déroule son destin et va justement jusqu'à la fin de ce que Dieu lui a prescrit. Notre auteur, c'est quelqu'un qui est continuellement en train de se poser des questions et qui est continuellement en train d'apprendre. Tout au long des 150 pages du livre, les surprises alternent avec les attendus du récit. Le livre tourne autour de plusieurs thèmes actuels relatifs à la vie. Fousseni Tanko Banakoroji présente un récit initiatique
qui clarifie sa démarche. C'est un livre assez vaste qui traite de plusieurs thèmes, mais qui met en relief l'intérêt que nous avons à faire prévaloir les vertus humanitaires pour un lendemain meilleur pour nos enfants. En réalité, ce livre, je l'ai dédié en premier aux femmes. Donc notre humanité commence depuis que nous sommes dans les ventres de nos mamans et les prières pour accompagner et adoucir notre existence sur la terre. L'écrivain est convaincu d'une chose, la solidarité qui mène à la réussite. En clair, il estime que lorsqu'on se met ensemble, les objectifs sont toujours atteints. Quand vous prenez ce peuple composé d'aveugles et d'estropiés, il a fallu que l'estropié dise à l'aveugle, bon, moi je te passe mes yeux, toi donne-moi tes pieds. Et c'est ensemble qu'ils ont pu atteindre leur objectif. Mais s'ils devraient vivre chacun se contentant de ses atouts, ils ne parviendraient jamais à atteindre leur objectif. Les prémices de l'humanité est un livre qui appelle à la transformation d'une société qui ploie sous le poids d'une tradition patriarcale et injuste à l'égard de la femme. Un livre fort, dense, allégorique, qui illustre ce que la littérature offre comme territoire d'émotion, dira le préfacier. Le reportage qui va suivre nous emmène sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Au cœur de notre enquête, les liens vitaux entre l'étudiant et le gari, une farine fabriquée à base de manioc. Le gari est en effet devenu depuis de longues années l'indispensable compagnon de l'étudiant. Une solution rapide et moins chère pour tenir toute la journée, voire traverser les périodes de galère en toute quiétude. Une journée est d'ailleurs consacrée à la célébration du gari chaque année. Idrissou Boukari. Étudiant en première année de mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi, Tanguy se dirige vers son coin habituel au centre commercial du campus. « 11 heures, sa journée veut ainsi démarrer. Mais avant, il savait indispensable de recharger les batteries, 2 sachets de gari plus les galettes et le tout est joué. C'est ça qui me sauve en fait. C'est ça qui me sauve. Étant donné que j'ai le gari à la maison, ça me va. C'est totalement le soir que je vais préparer. Donc, si je vais à la maison à 17h et j'ai faim, là je vais encore prendre le gari d'abord. Fabriqué à base de manioc, le gari est un aliment de très grande consommation au Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants de familles modestes notamment en font leur meilleur ami. À chacun sa façon de le délayer dans l'eau et de l'agrémenter avec du sucre, de l'arachide et parfois sans rien y ajouter. Cette farine pèse lourd dans la vie de l'étudiant. Vous savez, les blancs qui prennent du café, tout au long de la journée. Donc c'est pratiquement la même chose. Moi, je vais prendre du gari. Bon, aujourd'hui, je ne le fais plus trop courant parce que je ne reste plus tout le temps sur place. Mais il y a des gens qui prennent jusqu'à 3 fois le gari par jour. Donc, même si tu prends rôti, tu sais qu'il y a d'autres qui aiment prendre au moins le gari là, après ça. On peut prendre gari matin, après-midi, le soir aussi. Par exemple, moi, les business que je fais, je vends les livres. Et puis, quand je trouve 500, je prends un gari avec. Une chose qui est plus importante que pour l'étudiant, c'est le temps. Pour l'étudiant qui n'a pas le temps de faire le feu, le gari est là. L'université d'Abomey-Calavi dispose de 3 grands restaurants, mais le gari reste toujours le compagnon fidèle. Entre 2 cours de longues heures, l'étudiant fait appel à son meilleur ami pour obéir aux caprices de l'estomac, au fin d'être présent de corps et d'esprit dans l'amphithéâtre. Pour certains, le gari est tout simplement le sauveur. Si vraiment tu es un étudiant à Abomey-Calavi et tu ne reconnais pas sa vraie valeur, donc c'est sûr que tu n'es pas un étudiant. Et il n'y a pas cet étudiant de riche ou de pauvre qui ne peut pas reconnaître sa valeur. Et le gari est un aliment indispensable pour tout le monde, de première nécessité. Appelé en jargon scientifique d'étudiants le chlorure de soutien ou encore mes parents sont loin, le gari intervient surtout dans les moments de disette accrue. Son rôle est si vital dans le quotidien des étudiants que la communauté estudiantine a décidé de rendre hommage au précieux féculent et de le valoriser.
Depuis plus de 25 ans, l'université d'Abomey-Calavi abrite la fête du Gari. L'initiative est de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. L'UACE, en collaboration en temps avec l'association des délayeurs nocturnes, qui était un certain nombre d'étudiants qui avaient réfléchi. Et chaque soir, ils délayaient les soirs. Et là, l'UACE a pris l'initiative de dire, bon, on peut créer une fête ou une activité autour du Gari, d'où l'initiative de la fête du Gari. Le champion de l'édition 2021 du concours de meilleur délayeur, le voici. Brunel Lokono, étudiant en licence en matière de l'enseignement option SVT à l'université d'Abomey-Calavi. La rapidité d'absorption et la voracité lui ont permis d'avaler en finale et devant le public 400 grammes de Gari en 3 minutes. En guise de récompense, il a reçu plusieurs lots et il en est fier. Être champion dans la discipline est un honneur. Quand on est champion, d'abord, ce n'est pas quelque chose à quoi on s'y attend. Et partout quand on passe, les gens te saluent, même ceux que tu ne connais pas te saluent. Bon, comme si tu étais plus grand que bon. On dirait même pas que c'est le Gari que tu as consommé. Bon. L'étudiant et le Gari restent donc des amis inséparables. La flambée du prix de la farine dans les points de vente provoque des grincements de dents. Mais dans tous les cas, la précieuse farine va continuer de peser lourd dans la vie de l'étudiant. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.